Aujourd'hui, c'est mardi, vous êtes bien sur Radio Grenelle, je suis la voix du Dentrobat Doctor et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Fake de la semaine. Parfois, je parle de fake. Parfois, de conséquences de fake. Parfois même de fake. Aujourd'hui, notre grenouille pense qu'il est temps d'avoir une nouvelle catégorie. Le drama fake. C'est ce qui se produit quand des gens racontent n'importe quoi et que d'autres gens décident qu'ils en ont assez entendu. Et comme le théâtre manque à tout le monde, on va diviser ça en actes. Vas-y la grosse voix, fais-toi plaisir. Acte 1. Le tableau tout pourri. J'en ai déjà parlé la semaine dernière dans la section « Qu'est-ce que putain de quoi ?», ce tableau des soi-disant traitements qui avait scandalisé les professions concernées. Je dis bien les, car il existe des acteurs différents de la santé. Ainsi, l'un des membres du collectif Covid Explication, pharmacien de profession, diffuse sur Twitter un message critiquant vertement ce qu'il voit comme une mise en danger des patients. Il rappelle que lui, ses confrères et son ordre ont pour mission de veiller aux bons soins des patients, qu'ils ont non seulement le droit, mais le devoir de refuser de délivrer des médicaments dangereux et que ces billevesées ne passeront pas par eux. Le tweet arrive aux oreilles de Martine Warner, co-autrice du dit tableau. Acte 2. Martine à la pharmacie. Martine à l'assemblée. Martine lit le Vidal à l'envers. Sans doute énervé que son travail soit qualifié de foutaise, Mais bon, quand on publie dans des journaux qui acceptent les travaux de gens qui veulent prescrire l'hydroxychloroquine contre les accidents de trottinette, on a la carrière qu'on mérite. C'est pas une blague, on vous met un lien. elle se fend d'une magnifique réponse à notre collègue, comme quoi Ouvrez les guillemets avec des pincettes, un pharmacien, c'est pas juste un épicier qui n'a jamais réussi médecine ? fermez les guillemets. Si vous trouvez ça méprisant pour toute une profession qui a bossé durement dans cette crise, sachez que c'est aussi l'opinion de l'Ordre des pharmaciens, qui, alerté par le bruit de tam-tam des réseaux sociaux, débarque dans la bagarre. Le clou est enfoncé quelques jours plus tard à l'Assemblée, en réponse à sa question de quand est-ce qu'on allait enfin autoriser tous les super traitements de son super tableau, la députée se voit répondre par le ministre de la Santé en personne que ce sera jamais et que les pharmaciens, qui ne sont pas des épiciers, veillent au grain. Et de fait, certaines des interactions suggérées par le tableau sont purement et simplement proscrites par le Vidal. Bon, Acte 3. Personne aime les maths de toute façon. les créateurs du tableau persistent et signent. Ils sont 30 000 médecins, disent-ils, et ils savent de quoi ils parlent. Bon, du coup on est allé vérifier. Déjà, lorsqu'on regarde les créateurs, on voit que le collectif Tout Neuf est fait par la même bande que Bon Sens, que Réinfo Covid, que Laissons les médecins prescrire, etc. On suppose que l'idée est de donner l'impression qu'ils sont pleins à aller dans le même sens, alors que ce sont toujours les mêmes. Bon, déjà, ça se gâte encore plus ensuite. Lorsqu'on cherche les membres et leur profession, donc ils ne sont pas 30 000, ils sont précisément 2554. Il n'y a jamais que 91,5% d'écart. Dans la répartition, on trouve 52,3% de généralistes, 10,3% de psy et pédopsie, 22,4% d'un mix de spécialités ORL, ophtalmo, gynéco, etc. et 15% de trucs. Des acupuncteurs, des homéopathes, des économistes, des formateurs en communication, des esthéticiens. Des gens que, personnellement, je n'appellerais pas des médecins. Et tout ça, c'est en les croyant sur parole, parce qu'on n'a pas pu tout vérifier. Genre, ça se trouve, il y en a, ils se disent oncologues. En fait, ils font faire des cures de jus de fruits pressés à froid. Acte 4. Bis repetita placent. Après le cirque sur les réseaux sociaux, le cirque à l'Assemblée, le cirque sur Internet, le collectif FakeMed entre dans la danse et décide qu'il est temps d'arrêter le spectacle. Si vous ne les connaissez pas, ce sont eux qui sont à l'origine du pavé dans la mare ayant abouti au déremboursement de l'homéopathie et à ce que de nombreuses universités retirent cette spécialité de leur cursus. Ce ne sont pas des clowns donc. Et ils ont décidé que l'association allait examiner les possibilités juridiques et intenter toutes les actions possibles pour obtenir la condamnation du Dr Warner. Acte 5. Et maintenant, sans doute rien avant un bon moment. Députée, elle est protégée par son immunité parlementaire.
à moins que cette immunité ne soit levée par les autres députés, suite à une demande de la justice. Mais je ne compterai pas trop là-dessus, il y a beaucoup trop de parlementaires qui en font usage pour qu'ils prennent le risque de lever ce qui, eux aussi, les protège. Découverte de la semaine. Pas de découverte majeure cette semaine. Mais les résultats de Recovery concernant le tocilizumab sont tombés. On analyse ça en détail et on en parlera sans doute la semaine prochaine. Piste de la semaine. Le Prozac. Oula, c'est quoi ça? Non mais... Pardon, c'est la fatigue. Non mais ça va? Tu veux en parler? Un nouveau médicament vient d'être annoncé comme ayant potentiellement un effet préventif et protecteur contre le Covid. Le Prozac. Alors, comme d'habitude, on reste calme. L'étude est observationnelle, donc avec toutes les limites que ça implique. Et les auteurs disent clairement qu'il faut un vrai essai clinique. Mais si c'est efficace, vu l'ambiance actuelle, il est possible qu'on se mette à faire d'une pierre deux coups en population générale. Propagation. Une étude américaine, Donc avec tous les biais culturels que ça implique, bien garder ça en tête en la lisant. a montré que la propagation du virus passait par les jeunes adultes, les 29-49 ans, avec en particulier beaucoup de contamination dans la tranche 35-49 ans. Plus actifs, plus mobiles, plus sociaux, plus inconscients. Un peu de tout ça. La question réelle à présent étant de savoir s'il faut changer la politique vaccinale en commençant par les propagateurs ou la maintenir en commençant par les victimes potentielles. À suivre. Impasse de la semaine. Mortalité. Depuis qu'elle écrit cette chronique, on se heurte souvent à la même petite musique agaçante. Il n'y a pas tant de morts que ça. Et c'était des gens qui allaient mourir de toute façon. Je passe sur l'aspect éthique de la chose, parce que je risque de devenir vulgaire, pour me concentrer sur les faits. Si, il y a beaucoup de morts. La France a franchi cette semaine le seuil des 80 000 morts. C'est 615 fois le Bataclan. C'est 40 fois le 11 septembre. C'est un Airbus plein qui s'écrase tous les 2 ou 3 jours. Et c'est, comme le rappelle la vidéo très coup de gueule du biostatisticien, Description pour le lien, tout ça. comme remplir le Stade de France à craquer et tuer chaque spectateur. Je vous laisse imaginer la scène. Pour une maladie contre laquelle on a déployé des mesures jamais égalées afin de réduire les dégâts, c'est vraiment beaucoup. Mais est-ce beaucoup en termes d'années perdues, me demanderez-vous? Après tout, c'est bien connu. Ce sont surtout les vieux de plus de 75-80 ans qui meurent. Et comme l'espérance de vie est de 82 ans en France, ça fait pas une grosse différence. Si? Si. Déjà parce que les gens qui disent ça n'ont généralement aucune idée de comment on calcule l'espérance de vie. Elle est calculée à la naissance. C'est-à-dire que la moyenne Les fameux 82 ans. inclut aussi les enfants nés non viables et morts dans les quelques minutes, heures ou jours suivant la naissance. Autant dire que la moyenne est une estimation basse. Si on recalcule l'espérance de vie à partir de 65 ans, Selon les données 2019 de l'INED, il resterait encore 19,6 années pour les hommes les amenant à 85 ans, et 23,5 années pour les femmes. les emmenant entre 88 et 89 ans. Et c'est encore une fois une moyenne. Un membre du collectif a été interviewé par Le Temps pour commenter 2 études ayant essayé de calculer le volume d'années de vie perdues dans l'épidémie. La première, écossaise, estime que chaque mort du Covid a en moyenne été privé de 11 années restantes à vivre. Et c'est en excluant les 1% des plus jeunes. La seconde, hispano-britannique, compte quant à elle que chaque mort du Covid a en moyenne engendré une perte de 14,5 années. 2 à 6 fois plus que la grippe selon les pays. Coûtant, en tout, près de 4,5 millions d'années de vie humaine dans les 42 pays étudiés. Est-ce qu'on peut arrêter la petite musique agaçante du coup? Ça commence à être lourd. Mauvaise nouvelle de la semaine. Immunité naturelle. Des travaux conjoints entre l'INSERM et Sorbonne ont montré que, pour les patients ayant été atteints de formes légères et modérées,
l'immunité ne dure que très peu de temps. Les anticorps commencent à diminuer passé le premier mois et ne sont plus détectables dans la salive au-delà de 3 mois. Les seuls patients protégés plus longtemps sont visiblement ceux ayant fait des formes graves. Et je suis pas sûr que ça vaille le coup. Bonne nouvelle de la semaine. R0. Le taux de reproduction du virus vient enfin de passer sous 1. Pour la première fois depuis la période dite post-confinement, moment des fêtes, c'était sûr que ça allait nous revenir dans la tronche. À l'exception d'une baisse probablement artefact aux alentours du 1er janvier, directement liée à une forte baisse des tests avant retour à la cadence normale. Pour la première fois depuis des mois, Depuis le second confinement en fait, l'épidémie ne s'aggrave plus. Avec encore un peu d'effort, et en combinant ça avec le vaccin, il est possible d'espérer une vraie amélioration dans les mois à venir. Croisons les doigts. et lavons-nous les mains. Qu'est-ce que putain de quoi? On aime beaucoup les Estoniens. Ce sont des gens très pragmatiques, à qui plusieurs années de régime soviétique ont laissé une phobie de la paperasse et une sainte horreur des complications bureaucratiques. De fait, lorsqu'on s'est mis à parler de passeport vaccinal, il leur a fallu un moment pour voir où était le problème. Il n'y avait qu'à lire la puce de la carte qui, chez eux, leur sert de carte d'identité, de signature électronique, de carte d'électeur, de carte vitale, de permis de conduire, et j'en passe. Et avec un accès sécurisé à uniquement le statut vaccinal de la personne, le tour est joué. Il a fallu leur expliquer que, chez leurs voisins, on est nombreux à avoir encore nos vaccins à part, sur un carnet. Sur des carnets, parce qu'on en perd toujours au moins un. En papier, avec des tampons et des étiquettes à coller. Et qu'il n'y a aucune trace de ça nulle part sur notre carte vitale. Et que même le problème n'est pas récent. Depuis le temps qu'on doit faire preuve de vaccin obligatoire pour aller dans certains pays, on présente toujours des certificats séparés, en papier, signés à la main et tout. Et jamais dans la même langue en plus. De fait, après avoir autant que possible essayé de dissimuler leur effroi incrédule à l'évocation de tant de paperasse, ils se sont dit qu'il fallait que quelqu'un fasse quelque chose, et qu'ils allaient donc s'y coller. Covid ou pas Covid. L'Estonie propose donc ses services à l'OMS pour développer un passeport vaccinal numérique unique, reconnu aussi bien en Érythrée qu'à Singapour, dixit le conseiller du gouvernement pour la technologie, permettant de vérifier le statut vaccinal ainsi que l'existence du prestataire de soins ayant procédé à la vaccination pour éviter les fraudes. Sans doute le projet aboutira-t-il trop tard pour le Covid, mais il a pour but de s'étendre à toute vaccination concernant les déplacements internationaux, sans papier ni tampon. Point méthode de la semaine. Le grand voyage autour de la science. 1.4. Préparer la science. Savoir si on fait du bien au monde. Aujourd'hui, nous achevons le premier grand tronçon de notre voyage, celui où on prépare la science. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est pas tout neuf, c'est Rabelais quand même, car une fois qu'on a choisi le trou du puzzle à compléter et la manière de chercher la pièce, comment être sûr qu'on ne fait pas plus de mal que de bien? Car le savoir, c'est le pouvoir. Ça, on n'est pas trop sûr de si c'est Hobbes ou Bacon. Et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça, c'est Oncle Ben. De Spider-Man, pas la marque de riz. Pour aider à y voir clair, et à ne pas se lancer n'importe comment, bille en tête, il faut se poser 2 questions majeures. Ce que je découvre, peut-il être utilisé pour nuire? Ma méthode de recherche est-elle éthique? Pour répondre à la première question, le chercheur doit, selon son sujet de recherche, se conformer à des protocoles spécifiques, établis afin d'éviter les dérives dans chaque discipline. Si nous reprenons l'exemple qui nous intéresse, à savoir chercher un traitement pour une maladie, mettons au hasard un virus, et si nous imaginons que le chercheur ici est au début de la chaîne, qu'il va décoder le génome du virus, il devra se plier, en ce cas, au protocole de Nagoya. Celui-ci évitera par exemple que quelqu'un décide de breveter le code génétique du virus et interdire à ses concurrents de s'en servir pour produire leur traitement. Et c'est pas très pratique. Il existe des protocoles, des conventions, des traités pour la plupart des domaines sensibles. Travail sur l'embryon,
sur les espèces invasives, sur la génétique, sur des substances dangereuses ou polluantes, etc. L'idée est ici d'éviter deux principaux écueils. Que le chercheur soit mal intentionné, que quelqu'un de mal intentionné utilise le travail du chercheur à des fins nuisibles. Mais avant la fin, il faut les moyens. Et il faut donc également s'assurer que la méthode elle-même est éthique. C'est à ça que servent justement les comités de bioéthique. Ils sont composés de spécialistes du domaine étudié, bien sûr, mais également de juristes. Des spécialistes du droit, au moins Bac+5, dont le but est de protéger les droits fondamentaux des patients, des volontaires, des communautés voisines, etc. Des téticiens, Des philosophes, souvent eux-mêmes chercheurs, c'est-à-dire ayant fait un Bac+8 sur la question de l'éthique appliquée aux sciences. et de spécialistes annexes, selon les besoins. Si les expériences incluent des tests sur l'animal, le comité comptera sans doute des vétérinaires par exemple. Les comités de bioéthique étudient la méthode de recherche et vérifient qu'elle est solide, Elle va permettre de produire un résultat fiable, qu'elle est légale elle respecte le droit national et international, et qu'elle est éthique. Si le dernier point n'est pas respecté, les comités pourront imposer le respect de certains protocoles ou l'adoption de certaines règles. Par exemple, si notre chercheur a besoin, pour son remède, de faire d'abord des tests sur l'animal avant de tester sur l'humain, il lui sera imposé de respecter la règle des 3 R. Remplacer, réduire et raffiner. Remplacer, certaines étapes prévues sur l'animal peuvent être faites in vitro, et on encouragera en ce sens. Réduire, utiliser le minimum d'individus possible. Et raffiner. Les protocoles devront être peu invasifs. Le laboratoire doit s'assurer des bonnes conditions de vie de ses sujets. Les individus très malades ne seront pas laissés en souffrance juste pour voir jusqu'où ça va, mais pourront être euthanasiés, etc. Beaucoup trouveront ça pénible. C'est la raison pour laquelle il est interdit, lorsque la recherche touche à des sujets concernés, de lancer des expérimentations sans l'aval du comité d'éthique. Et c'est là, et seulement là, qu'on est prêt à commencer à faire de la science. En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant, je rends l'antenne et y retourne la semaine prochaine, car l'épidémie ne se termine pas encore. avec la baisse du R0. En attendant, prenez soin de vous et des chercheurs qui bossent dur, et autant que possible, restez chez vous. Bisous. Bisous.